proposé par Hype FM. Les législatives du 1er novembre en Turquie ont marqué la victoire de l'AKP de Recep Tayyip Erdogan. Quel sera l'avenir pour la démocratie et les libertés dans ce pays? Quelle sera la politique du prochain gouvernement à l'égard des Kurdes? Quel rôle jouera ce pays dans les conflits du Moyen-Orient et de la région? Beaucoup de questions se posent autour de l'avenir de la Turquie, mais d'abord nous parlerons des résultats et du déroulement de la campagne et du scrutin avec, dans nos studios, Şahin Polat, porte-parole du groupe de soutien au HDP France. Bonjour. Bonjour. Nous serons en ligne avec, depuis Istanbul, avec Guillaume Perrier, journaliste, mais également avec 2 des 3 députés arméniens au Parlement turc, Aro Paylan, député du HDP, et Selina Doğan, député du CHP, mais également avec le professeur de sciences politiques à l'université Süleyman Şah d'Istanbul, Cengiz Aktar. Et nous commençons bien entendu avec vous, Şahin Polat, pour comprendre ce qui s'est passé vraiment dimanche dernier. D'abord sur le plan du déroulement, est-ce qu'on peut dire que le scrutin, les élections se sont passées d'une manière propre, pas de fraude, tout était comme on peut le supposer dans un pays dit démocratique? Bon, je salue tous les auditeurs avant de commencer. Quant à votre question, bien sûr que non. Malheureusement non, encore une fois. Donc, en Turquie, les élections se sont déroulées dans un climat pratiquement de guerre. Un climat, mais pas de fraude. Pour qu'on soit d'accord sur les termes, les élections étaient, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de bourrage d'urnes, etc. Mais vous parlez de climat. Si, il y a eu des fraudes aussi, plusieurs cas de ce genre à Gaziantep, à Adana, à Istanbul, Sultanbeyli particulièrement, à Amasya pour n'en citer que quelques-uns, où on a trouvé des personnes avec des urnes, enfin avec des voix, des procès-verbaux qu'on avait fait signer avant par rapport à l'élection, et donc aussi la saisie des résultats sur lesquels il y a beaucoup de discussions, des voix qui n'ont pas été justement validées, donc particulièrement les voix de HDP comme vous imaginez. Donc malheureusement non, on peut pas dire que il y a eu une élection qui s'est déroulée normalement comme dans un pays démocratique. D'ailleurs, les observateurs internationaux qui étaient partis sur place ont fait les mêmes constats, disant que tout ne s'est pas déroulé. C'est-à-dire que dans un pays démocratique, vous n'avez pas des gens armés qui attendent devant les urnes, qui chantent des hymnes à la gloire de la patrie ou des hymnes nationalistes. Donc c'est ce qui s'est passé. Peut-on considérer ça comme normal? Non, je ne pense pas. Alors, particulièrement au Kurdistan. D'accord, mais quel impact sur le résultat fraude s'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu à tel degré que le résultat obtenu par l'AKP ne l'aurait pas été si ce que vous décrivez ne s'était pas passé? Bon, en même temps, il ne faut pas lier tout à cette question de fraude. Parce que pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, ça n'a pas encore été confirmé, attesté par la justice. Bon, c'est justicia en même temps. Sur les résultats obtenus par l'AKP, je ne pense pas que ça a joué énormément parce que lors des élections de 7 juin aussi, ils étaient au-dessus de 40%, il ne faut pas l'oublier. Ils ont obtenu à peu près 9% en plus. À peu près, enfin c'est quand même 9%. Oui, ils ont obtenu 9% en plus. Mais dans un tel climat d'insécurité, justement, ils ont joué de ce climat de peur qu'ils ont engendré par leur propre force, par leurs propres moyens. Et ils n'ont hésité sur aucun moyen qu'ils ont déployé, que ce soit militaire, policière, économique, médiatique, sur tous les fronts. L'AKP a joué la carte de tension des oppositions qu'ils ont créées avec des amalgames qu'ils ont réussi à faire passer près du peuple. Et dans un tel climat d'insécurité, ils ont poussé les gens à voter. Donc c'est l'histoire de choléra et peste.
qui choisir, que choisir. Et Tayyip Erdogan a réussi en quelque sorte son pari de créer ce climat d'insécurité. Mais ceux qui ont réussi entre-temps, il ne faut pas oublier, c'est le HDP aussi. Parce qu'ils nous ont empêchés de mener une campagne électorale digne de ce nom. On n'en a pas fait. Et malgré tout ce climat de peur, de guerre qu'ils ont instauré avec des attentats, n'oublions pas, survenus à Ankara, à Diyarbakir, à Soch, et des arrestations massives, on a quand même réussi à faire plus de 10%. Donc dépasser le barrage. Et je donc pense vous êtes passé de 80 députés à 59 députés, mais alors la question, si vous n'aviez pas fait 10%, vous n'auriez pas eu de députés au Parlement. C'est ça la règle. Oui, effectivement, on n'aura pas eu des députés au Parlement. Et d'ailleurs, donc les 59 députés qu'on a actuellement, dans la grande partie, seraient partis à l'AKP. Enfin, ces voix-là auraient été récupérées par AKP. Il aurait eu la majorité pour proposer des changements constitutionnels aussi. Mais c'est assez trompeur quand même. Hein. On est passé de 13% à pratiquement 11% en fait. Et de 80 députés à 59. Mais il faut savoir que notre parti a demandé le recomptage des voix à Adana, à Mersin, à Dersim, où on a perdu avec 50, enfin 60, parfois 100, un peu plus de 100 voix. Et là-dessus, sur combien? Sur 6 endroits essentiellement, mais particulièrement à Mersin, à Dersim, à Adana, Urfa aussi. On a volé en fait ces voix-là à l'HDP. Pour nous, c'est ça. Guillaume Perrier, alors parlons du climat avant de parler du scrutin. Est-ce que, selon vous, cette ambiance, on en a parlé il y a 2 semaines ici, de presque guerre pendant 3 mois, ces attentats, la peur, est-ce que cela vraiment a contribué à ce résultat ? Bien sûr, évidemment, ça a été une campagne, comme ça a été dit précédemment, menée sur la peur, dans une atmosphère sécuritaire extrêmement importante, et où finalement le gouvernement a poussé, a polarisé tellement cette société que le vote HDP, qui avait de multiples raisons au mois de juin, a été repoussé, je dirais là, par le gouvernement vers son identité kurde et vers une proximité avec la guérilla kurde. Donc ça a été la stratégie du gouvernement, vraiment d'enfermer le vote HDP dans cette identité kurde régionaliste, alors que le HDP aspirait évidemment à élargir beaucoup plus la base de son électorat. Et donc ça a créé des réflexes sécuritaires, des réflexes de protection chez les électeurs turcs, qui pour diverses raisons ont choisi une forme de stabilité en préférant reconduire un gouvernement AKP plutôt que de morceler un petit peu plus la représentation parlementaire. Alors, donc, on dit même... ça a favorisé évidemment... Pardon ? On dit même qu'à Istanbul, où il y a quand même beaucoup de Kurdes, les Kurdes ne sont pas que dans l'est de la Turquie, beaucoup de Kurdes ont voté quand même AKP cette fois-ci parce que menés ou poussés par ce réflexe sécuritaire que vous évoquiez. Bien sûr, et puis dans l'Est aussi, même dans les bastions du HDP, leurs scores ont été en baisse absolument partout. Dans l'ouest du Kurdistan, donc dans les régions qui font un petit peu tampon entre les zones acquises au HDP et puis celles qui sont un petit peu plus mélangées, là l'AKP a fait des scores extrêmement importants. Donc on voit bien aussi qu'en jouant sur cet affrontement État-PKK, l'AKP réussit à incarner à rassurer l'électorat, à incarner une forme de continuité, de sécurité, et ça a suffi visiblement à leur faire gagner plusieurs points et donc à en faire perdre aussi au HDP. Je dirais qu'en polarisant tout ça, l'AKP entre juin et novembre a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'ils ont affaibli
à la fois le HDP et puis aussi le MHP, c'est-à-dire qu'en prenant des voix sur l'extrême droite, en menant une campagne vraiment ultranationaliste, parce que ça a été le cas, ils ont affaibli le MHP et en même temps affaibli le HDP qui a été repoussé vers son identité kurde. Donc l'AKP a fait d'une pierre deux coups et a très bien manœuvré finalement sans qu'on s'en aperçoive, a très bien manœuvré dans cette entre-deux élection, tout en instaurant ce climat de peur dont on a parlé précédemment, avec tous les attentats qui ont jalonné cette période, voilà, donc et qui aujourd'hui, évidemment, apparaissent comme étant une partie de cette stratégie de campagne de l'AKP. Shahin Polat. Oui, en fait, par rapport au commentaire de Guillaume Perry, que je suis de près d'ailleurs, et depuis la Turquie, en fait, Monsieur Perry, vous êtes sur place, mais ne considérez-vous pas que dans ces élections du 1er novembre, il y a eu justement un bloc total contre le HDP d'un côté, donc le AKP, donc, qui est en première ligne, mais le MHP aussi, qui nous a condamnés, et le CHP n'a pas fait grand-chose non plus, surtout que donc c'est un parti qui se dit social-démocrate, et ils n'ont pas, disons, même s'ils n'ont pas contribué à cette campagne de diabolisation du HDP, ils n'ont pas non plus agi dans l'autre sens. Et ça n'était peut-être pas leur intérêt, parce qu'ils voulaient chacun récupérer quelques voix d'ici et là. Effectivement. Et d'un autre côté, je pense que le HDP n'est pas affaibli après ces élections, même si au niveau numérique, quand vous regardez au niveau des chiffres, effectivement, donc on a perdu 1,5-2%. De 13, on est passé à 11 pratiquement, 10 et quelques, 10,8. Mais d'un autre côté, il y a une chose qui est établie maintenant, qui est certes, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'on peut faire contre les électeurs de HDP, ces gens-là n'ont pas hésité à voter le HDP. C'est-à-dire que malgré les attentats, climat de peur, il y a une base électorale. La question est-ce que le HDP aujourd'hui est considéré comme un vrai parti qui a une présence définitive en quelque sorte dans le paysage politique turc? C'est encore quelque chose qui est en construction, à mon avis. Je pense qu'on est allé un petit peu vite en besogne au mois de juin cette nouvelle identité du HDP, que malheureusement la guerre imposée par le gouvernement turc dans cette entre-deux élections a repoussé le HDP encore une fois vers l'est et vers son identité kurde. On voit bien que le vote de la gauche turque pour le HDP représente quand même une infime partie de son électorat aujourd'hui, et que effectivement le CHP n'a pas du tout été poussé à se réformer sur sa gauche et à essayer de capter un petit peu cet électorat. On voit bien que ce qui fait encore le ciment de l'électorat turc, c'est le nationalisme, et quel que soit le parti en face du HDP. Donc on n'est pas encore aujourd'hui capable de percevoir le HDP comme un parti de toute la Turquie, même si c'est son objectif, même si je pense que Selahattin Demirtas est sincèrement dévoué à cette cause. C'est un processus qui va prendre encore de longues années et qui nécessite évidemment une atmosphère un tout petit peu pacifiée pour Alors, sur le terrain, le jour de l'élection, est-ce que vous avez remarqué ou vous avez entendu parler, mais vraiment, de fraude, d'entrave au libre vote des citoyens turcs? Non, moi j'ai pas eu l'occasion de constater ça. Ce que je vois, c'est qu'effectivement il y a toutes sortes de rapports, de rumeurs, de choses qui remontent, mais pas plus qu'au précédent scrutin. À chaque élection turque, il y a des soupçons de fraude, et pas seulement chez le parti au pouvoir. Il faut aussi regarder honnêtement les choses par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a malheureusement des pratiques frauduleuses assez également partagées, même si évidemment le gouvernement, avec les moyens qu'il a aujourd'hui, a plus de moyens de frauder aussi. Maintenant, j'ai pas le sentiment, mais bon, ça reste extrêmement subjectif, j'ai pas le sentiment que cette fraude ait pu être de nature à modifier le résultat de ces élections. Je pense par contre que cette atmosphère, ce climat d'insécurité, d'attentats et de guerre qui a été instauré volontairement
par le gouvernement, lui, a été de nature à modifier le résultat des élections. Ça, c'est évident. Et que pour cette raison, un certain nombre d'électeurs ont préféré choisir une forme de sécurité, encore une fois, par contre, y compris des électeurs kurdes. Moi, ce que contre, j'ai constaté dans les villes kurdes, notamment à Cizre, à Diyarbakir, c'est que quand même un certain nombre d'électeurs du HDP étaient assez mécontents de la manière dont le mouvement kurde avait mené sa lutte ces derniers mois. Et ça, c'est quelque chose que le HDP va devoir analyser d'un peu plus près. Monsieur Perriot, oui, en fait, par rapport à cette dernière remarque, et particulièrement par rapport à Cizre, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Cizre, le HDP a monté, a gagné au nombre de voix à Lice, à Varto, dans tous ces coins où on avait accusé donc le mot. Enfin, justement, c'est l'amalgame qu'on a réussi à créer entre le HDP en faisant un parallèle, un lien direct avec le PKK. Mais vous savez très bien que dans ces villes-là, particulièrement à Cizre, justement, qui était devenu un symbole, en fait, en quelque sorte, ces derniers temps, par tout ce qu'on a pu infliger à la population civile. Au contraire, le HDP a gagné au nombre de voix. Les gens, ils n'ont pas fait pas en arrière sur leurs revendications. Justement, ça a peut-être aidé à franchir, ne serait-ce que à la hauteur de 11% pratiquement, ces barrages et cette atmosphère de peur qui avait été infligée par le gouvernement. Alors, vous êtes en train de dire on a perdu, mais c'est pas une vraie défaite, vu le climat, vu les pressions, vu les menaces, et vu aussi, Guillaume Perrier, la campagne qui a été menée, qui n'était pas très égalitaire dans le sens que l'AKP, par exemple, a obtenu environ 240 heures d'antenne contre 63 heures pour les 3 autres partis qui sont entrés au Parlement, toutes chaînes de télévision confondues. Donc ça fait quand même une différence. Oui, 17 minutes pour le HDP. Guillaume Perrier. Oui, c'est évident que la campagne n'a pas du tout été équitable, mais ça, je dirais que ça n'est pas nouveau. Les derniers scrutins ont déjà, le même constat pouvait déjà être tiré lors des derniers scrutins en 2011, en 2007. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. L'État aujourd'hui, c'est l'AKP, c'est Erdogan, et donc tous les moyens sont mis en œuvre pour soutenir ces campagnes. Donc effectivement, on ne peut pas parler d'élections équitables, on ne peut pas parler d'élections libres et justes, mais ça n'empêche pas que je pense qu'il faut tirer toutes les conséquences de ce score et je ne pense pas que le HDP puisse être rangé du côté des vainqueurs de cette élection. Alors, juste une question par rapport à l'avenir. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire, puisque Erdogan, il a la majorité absolue, donc il n'a pas besoin de faire des signes à d'autres partis, comme il a essayé de le faire au mois de juin pour constituer un nouveau gouvernement de coalition. Est-ce que cela signifie que toutes les forces d'opposition n'ont plus, pour ainsi dire, de sens ou de poids dans le jeu politique interne, ou c'est juste la figuration au sein du Parlement? Comment voyez-vous le rôle de ces partis d'opposition? Guillaume Perrier. Ah pardon, excusez-moi. Le rôle des partis d'opposition, il va y avoir quand même un élément clé, c'est que donc l'AKP a 317 députés, il a besoin de 330 députés pour convoquer un référendum pour modifier la Constitution. Ça va évidemment être l'objectif du président Erdogan dans les prochains mois. Son gouvernement va tout faire pour ça. Donc ils ont besoin de 13 députés. Alors 13 députés, c'est pas grand-chose, mais il va falloir quand même les réunir, sachant que le MHP, le parti d'extrême droite, n'en compte qu'une quarantaine et qu'il a déjà été extrêmement divisé depuis juin entre les partisans de Tuğrul Türkeş qui ont rejoint l'AKP et les autres. Donc il va falloir trouver 13 députés pour organiser ce référendum. Et je pense qu'une bonne partie de la stratégie de l'AKP va être tournée vers cet objectif. Donc soit de séduire 13 députés d'extrême droite supplémentaires, quitte à éliminer le MHP du jeu politique, soit, pourquoi pas, puisque c'est aussi un scénario possible, de reproposer une forme de dialogue avec les Kurdes pour de nouveau essayer de les convaincre de soutenir cette réforme constitutionnelle. C'était l'objectif en 2011, ça a échoué, mais rien ne dit que ça ne pourrait pas revenir sur le tapis ces prochains mois.
Chahine Polat, vous êtes en train de faire des signes de la tête pour dire c'est impossible. Non, oui, effectivement, je fais des signes de la tête pour dire que c'est impossible parce que il est hors de question, en fait, pour notre parti, pour le HDP. Pour les gens qui ont voté le HDP, ils n'ont pas voté les personnes, ils ont voté certains principes. Et parmi ces principes-là, le principe, il faut un changement constitutionnel, mais pour démocratiser le pays, vu la pratique du AKP, vu comment il traite la question kurde, et toutes les autres questions concernant le pays, il est impensable qu'AKP puisse proposer une solution de démocratisation qui va dans ce sens-là. Quelqu'un qui n'arrête pas de marteler en disant oui, l'État unique, le drapeau unique partout, qui refuse de reconnaître toutes les entités, pour ne pas dire les identités. Mais il y a quand même eu une expérience. Öcalan, depuis la prison, a baissé les armes. On a commencé à discuter en profondeur d'un accord d'avenir. Donc, pourquoi pas, après une période d'accalmie, on peut retourner autour de la table et se dire, donnant, on trouvera une solution. Par rapport donc à ce commentaire-là, moi je voudrais préciser juste une chose par rapport à ce que Guillaume Perrier a dit. On ne peut pas classer peut-être le HDP comme gagnant ou comme vainqueur dans le camp des vainqueurs. Au contraire, moi je pense que l'HDP a réussi à dépasser une période d'épreuves terribles, mais sur tous les plans, et on a réussi à s'en sortir pour arriver jusqu'au port justement. Parce que la tempête qu'on a traversée, la tempête politique, qu'on a traversé, je ne pense pas que d'autres auraient pu réussir et il faut voir, hein, avec tout ce qu'ils nous ont imposé, on a quand même réussi à rentrer à l'Assemblée, à devenir 3e parti maintenant, alors qu'on était 4e, et à dépasser donc l'extrême droite en Turquie, parce qu'on est les seules réelles alternatives en Turquie par rapport au gouvernement et à l'État. Donc en cela, on est vainqueur. Quant à votre question par rapport aux propositions de Öcalan, mais bien sûr, les propositions de Öcalan ont été acceptées par tout le monde. C'est ce qu'on appelait les propositions de Dolmabahçe, les 10 articles qu'on avait proposés. Là-dessus, personne ne peut dire quoi que ce soit parce que ce sont des articles qui étaient acceptés, y compris par un citoyen ordinaire qui vote le MHP. Il n'aurait pas pu aller dans le contresens. Mais malheureusement, c'est le AKP, c'est Tayyip Erdogan qui a renversé la table de négociation. Parce qu'il y a un problème et la solution doit être politique. Et Öcalan a contribué énormément justement par rapport surtout à cet accord de Dolmabahçe en fait, auquel les membres de AKP ont participé aussi, mais on n'était pas en coalition. Pendant cette période-là, on a simplement fait entendre la voix de la paix, de la raison, en disant qu'il y a un conflit, il y a un problème, mais la solution doit être politique. Alors, on parle, Guillaume Perrier, je dirais même, au lendemain de ces élections, on a lancé ce projet de réforme ou de changement constitutionnel en Turquie, donc immédiatement. Donc c'est l'obsession apparemment d'Erdogan et ceux qui se sont dit parce que l'AKP n'a pas a la majorité absolue mais n'a pas les 2 tiers. C'est ça, hein, il faut avoir les 2 tiers pour pouvoir déclencher un processus référendaire pour changer la Constitution. 3/5, oui. 3/5. 3/5. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut les 13 voix qui manquent à l'AKP. Donc voilà. On est rentré dans le processus de changement constitutionnel apparemment. Bien sûr, on est dedans et ça, je pense que ça a été la seule raison de cette élection répétée en fait. Le seul objectif d'Erdogan dans sa stratégie depuis le 7 juin, c'est ça. Le HDP, Selahattin Demirtas, avait explicitement refusé la présidentialisation du régime avant le 7 juin. Et depuis, en fait, on assiste Erdogan essaye de tout faire pour récupérer suffisamment de tiers pour pouvoir conduire cette réforme. Donc, je pense que c'est la seule chose qui guide la stratégie de l'AKP aujourd'hui. Maintenir un pouvoir fort entre les mains du président de la République et sans doute pour
étouffer un certain nombre d'affaires qui pourraient être gênantes pour le pouvoir. Alors exactement, oui. Nous parlions de la campagne et on a dit, on l'a peut-être pas dit, qu'il y a des télés qui ont été fermées, il y a eu des pressions sur la presse. D'ailleurs, même la Maison Blanche qui, dans ces cas-là, est très attentive à ne pas, on va dire, fâcher l'allié turc. La Maison Blanche a quand même déploré des pressions et des intimidations à l'égard des journalistes. Donc aujourd'hui, la campagne, on voit comment elle s'est déroulée. Mais après les élections, est-ce qu'il y a sur le terrain une baisse de tension? Est-ce que ça y est, on a gagné et puis maintenant on peut se relâcher, on peut se dire le jeu a changé, on prépare une nouvelle constitution, mais sur le plan sécuritaire, sur le plan de cette guerre qui s'est déclenchée au mois de juin-juillet dans l'est de la Turquie, est-ce que on est loin d'un possible redéclenchement de la tension militaire sur le terrain? La tension est déjà revenue. Silvan, la ville de Silvan, par exemple, est sous état de siège depuis plusieurs jours. 4 personnes, 4 civils ont été tués. C'est la même chose à Hakkari. On a perdu la voix. Istanbul aussi, il y a une tension très forte, et pas seulement sur le terrain kurde, je dirais. J'ai suivi les arrestations et les brutalités contre les journalistes ces derniers jours. Les médias du mouvement Gülen, proches du mouvement Gülen, sont en cours de neutralisation par le gouvernement. On peut s'attendre dans les prochains jours à ce que le journal Zaman soit à son tour saisi par l'État. Il y a un certain nombre de signes extrêmement alarmants comme ça qui risquent de s'abattre sur la société civile dans son ensemble, qu'elle soit kurde, qu'elle soit conservatrice, qu'elle soit de gauche, de droite. Je dirais qu'en ce moment, on a le pouvoir se sent légitime grâce à ces 50% de vote pour éteindre toute voix contestataire et supprimer définitivement toute liberté d'expression dans ce pays. Donc on assiste effectivement en ce moment à cet élan de la part de l'AKP, et on voit bien que la police elle-même se sent pousser des ailes et se sent tout permis aujourd'hui en Turquie. Alors, question sur les opposants d'Erdogan, au-delà des partis politiques qui sont au Parlement. On parle, vous avez évoqué Fethullah Gülen, ce mouvement qui, au départ, était un allié à Erdogan il y a quelques années et qui s'est transformé en opposant, je dirais même en ennemi. Il y a des gens proches de Gülen qui se font arrêter, mais c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui gêne Erdogan dans ses relations avec cet ancien allié? Pourquoi les relations se sont froissées et puis rien ne va entre les deux? Guillaume Perrier. Oui, pardon, excusez-moi. Écoutez, je crois que les choses sont assez simples. Aujourd'hui, vous savez que c'est le mouvement Gülen, dans son ensemble, qui a décidé de sortir les affaires de corruption, celle du 17 décembre 2013, qui concerne l'entourage proche de Tayyip Erdogan et sa famille. Donc ça a été vécu comme un affront personnel extrêmement fort de la part de la présidence. Et donc, depuis, je dirais qu'on est dans un cycle de vengeance permanent, ce qui est assez compliqué de la politique turque, finalement. Celui qui a le pouvoir se venge contre ceux qui l'ont opprimé précédemment. C'est comme ça que l'AKP a conduit une espèce de justice vengeresse contre les militaires il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est contre le mouvement Gülen. À un autre moment, ça sera contre les Kurdes parce qu'ils ont refusé le système présidentiel. On est dans ce cycle permanent en Turquie de violence et de vengeance, et on n'en sort pas malheureusement. Donc aujourd'hui, on est complètement là-dedans. Et cette tendance a été largement confortée par le vote de dimanche dernier. Donc il n'y a pas de raison que l'AKP change de stratégie aujourd'hui. Au contraire, il a les mains libres pour mener à bien cette politique. On peut dire que Erdogan finalement s'est accaparé du pouvoir de l'État et il a personnalisé toutes les affaires de l'État à tel point, comme vous l'évoquez, il prend ça comme une affaire personnelle à chaque fois qu'il est. Bien sûr.
Alors, Oui, l'État, c'est l'AKP aujourd'hui. L'État, c'est Erdogan. On dresse ce constat depuis plusieurs années, mais effectivement, aujourd'hui, c'est assez évident. Oui, en fait, je voulais préciser juste une chose par rapport à la confrérie de Gülen. Ce sont des gens qui ont agi contre le HDP, les Kurdes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont agi effectivement contre l'armée pour que Erdogan puisse affaiblir l'armée, l'hégémonie de l'armée. Et ensuite, dans la région kurde, ce sont la confrérie, les membres de la confrérie Gülen qui ont agi d'abord contre les Kurdes pour pouvoir mater le mouvement kurde et qui ont fait passer des lois. Effectivement, cette loi par laquelle elle est frappée, cette confrérie aujourd'hui, à l'origine avait été votée pour pouvoir saisir les biens des partis kurdes, pour pouvoir mettre en prison les journalistes, les activistes de médias qui se déclaraient pro-kurdes ou pro-HDP, et donc de tendance démocratique, on va dire. Et le jour arrivé, comme ils ont échoué dans leur activité contre les Kurdes, comme ils n'ont pas réussi, et ils se sont servis des moyens de l'État pour pouvoir se faire plus de statut au sein même de l'organisation étatique en Turquie. Maintenant, on leur fait payer le prix, donc l'allié qu'on a utilisé contre l'armée. Maintenant, ça va dans l'autre sens. C'est l'armée qu'on utilise contre l'ancien allié de Gülen. Mais on se trouve dans une sorte de prémisse de guerre dans la région, et on a besoin d'un État fort, d'un gouvernement fort, d'un président fort pour pouvoir agir en toute impunité, y compris donc en Syrie, pas que contre les Kurdes ou l'opposition à l'intérieur, mais au Moyen-Orient aussi. Donc Erdogan a besoin de l'armée, Erdogan a besoin un peu de tout le monde à l'intérieur, et nous considérons qu'en fait les élections du 1er novembre ont été mises en place particulièrement contre le HDP, qui les empêchait d'agir en toute impunité, avec les 13% et 80 députés à l'Assemblée nationale, et organisés un peu partout en Turquie. Donc, ça gênait le système, l'État, dans son ensemble, et ils ont essayé de marginaliser le HDP, ils ont essayé de le pousser, de l'affaiblir le plus possible, et effectivement, Erdogan, il a réussi en quelque sorte son pari concernant le nombre de députés, mais bon, voilà, il est toujours pas à 330 et il n'a pas la majorité de 367 pour changer la Constitution par une vote à l'Assemblée nationale. Et comme le disait grâce au Perrier, HDP, ça sera pas très compliqué. Il y a toujours des manœuvres, des petits lapins qui sortiront du chapeau au moment venu. Ah oui, mais le HDP, les gens, il faut pas oublier, plus de 5 millions de personnes ont voté pour le HDP. Et ces gens-là, ils ont voté pour la paix, ils ont voté contre la guerre, ils ont voté contre la dictature. Et comme ils ont résisté, malgré donc des centaines de morts, des personnes tuées, contre des milliers de personnes arrêtées, on a su résister. Et le peuple, ces gens-là, ils n'ont pas, justement, ils nous ont fait confiance. On fait confiance à ces gens-là aussi. On a géré ensemble pour justement empêcher Erdogan de parvenir à ces dessins qui sont catastrophiques quand même pour la région. Et le HDP ne laisse pas le terrain vide, malgré tout ce qu'ils nous ont fait. Plus de 2800 personnes arrêtées. Guillaume Perrier, le mot de la fin pour vous nous entendez? Guillaume Perrier. Pas très bien, mais je vous écoute. Donc votre voix aussi ne passe pas très bien désormais. Si vous nous entendez, c'est la dernière question par rapport à l'Europe. Comment voyez-vous depuis la Turquie le regard de l'Europe, les commentaires dans la diplomatie les chancelleries européennes? On sait que l'Europe a aussi des problèmes, mais comment cette montée de Erdogan est perçue par les diplomates qui sont sur place? Je n'ai pas compris votre question, je suis désolé. Okay. Donc on va vous libérer parce qu'il y a apparemment un problème de connexion. Je remercie... Vous pouvez m'appeler sur une autre ligne peut-être. Merci Guillaume Perrier, on va vous libérer. Et donc, merci beaucoup. Et nous avons demandé à Vincent Duclerc, professeur d'histoire à l'ESS, son avis, sa lecture des résultats des élections législatives du 1er novembre en Turquie. Voilà ce qu'il nous disait. C'est incontestablement une victoire du parti AKP, du Premier ministre qui a mené la campagne électorale et du président Erdogan, puisque le parti présidentiel
retrouve un score assez proche donc de sa majorité de 2011, hein, c'est-à-dire il a obtenu 49,4% des voix, en 2011 c'était 49,8%. Il efface donc en fait le semi-échec donc de juin dernier où il avait perdu sa majorité absolue. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que le choix d'élection anticipée, donc ce choix a été le bon et donc a permis au président Erdogan de réussir son pari. Maintenant, les moyens qui ont été mis en œuvre pour réussir ce pari, ces moyens sont peu démocratiques, hein, on l'a vu avec donc les multiples attaques contre la liberté d'expression et la liberté des journalistes, contre cette stratégie qui a été qualifiée de stratégie de guerre civile, hein, en présentant le parti légal pro-kurde comme une officine du PKK, donc de ce groupe de lutte armée de terrorisme, et véritablement donc une stratégie du chaos visant à obliger une grande partie des électeurs, notamment qui avaient choisi donc le parti pro-kurde HDP, donc de une stratégie visant à les faire revenir vers le parti majoritaire, c'est ce qu'on appelle le vote utile. Donc la victoire a été faite au prix effectivement d'une attaque en fait contre les mécanismes démocratiques donc qui gouvernent les démocraties parlementaires. Donc cela résume à peu près ce qui a été dit précédemment sur l'ambiance. Et nous sommes avec Cengiz Aktar, professeur de sciences politiques à l'université Süleyman Şah d'Istanbul. Monsieur Aktar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'on peut parler vraiment de coup de maître de ce président, ce dirigeant pragmatique et Erdogan, après l'échec du mois de juin, voilà qu'il est à nouveau le maître incontesté désormais de cette nouvelle Turquie? Vous savez, les spécialistes de la com disent que les opinions publiques sont faites pour être travaillées. C'est exactement ce qui s'est passé. L'électorat turc a pris peur, à tous les niveaux d'ailleurs, pas seulement au niveau de l'électeur kurde au Kurdistan turc, mais aussi l'électorat du Parti social-démocrate, CHP, MHP bien sûr, les nationalistes. Donc il a réussi, si vous voulez, à mettre en place ce climat de peur et d'insécurité pour se présenter comme le recours par excellence. Alors on verra comment il va gérer tout ça. Je pense que dans la foulée, il va très vite organiser un référendum pour le régime présidentiel, mais un régime présidentiel fort et dur à la Poutine. Je pense que ça va passer comme une lettre à la poste, contrairement à ce que les gens racontent. 49,4, c'est pas rien. Donc voilà, la Turquie se moyen-orientalise à une vitesse inouïe, se coupe de tous ses liens et ses relations stratégiques avec l'Occident, et s'embourbe dans la boue moyen-orientale. Est-ce que cela signifie qu'on est en train de vivre un tournant majeur, dans le sens où la Turquie était l'un des pays souvent cité comme exemple justement de démocratie, et que la démocratie n'était pas un modèle occidental, il pouvait s'appliquer aussi à des sociétés orientales, et la Turquie, ce serait le modèle pour le monde arabe, musulman d'une manière générale, et voilà que tout s'effondre maintenant. Voilà, tout à fait. Malheureusement, ça tombe comme un soufflé au chocolat, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de chocolat dedans. En 2004-2005, on parlait pour faire pendant à la démocratie chrétienne, on parlait de démocratie musulmane.
tout ça c'est terminé et le modèle turc, appuyé alors évidemment par la perspective européenne qui n'existe plus. Oui, malgré ce que raconte Madame Merkel. C'est-à-dire que pour Madame Merkel, la Turquie n'est pas un membre futur, encore moins un partenaire, mais donc un pays quelconque, exactement au même titre que l'Égypte, par exemple, qu'on consulte ou qu'on travaille avec. Non, parce qu'il y a quelques semaines, elle était en Turquie pour dire que nous allons vous mais faciliter votre parler. entrée dans l'Union européenne. Mais c'est pour des raisons peut-être électorales. Voilà, propres à elle a l'Allemagne. parlé, en effet, ils ont évoqué, soi-disant, enfin ça c'est la partie turque qui est revenue avec l'ouverture des chapitres des négociations. Madame Merkel a essuyé, a dû recevoir le coup de fil de son partenaire bavarois, le président du parti CSU, à la descente de son avion à Berlin. Qui lui a dit qu'il était hors de question qu'on ouvre des chapitres de négociation. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux, ça va pas se passer comme ça. Et donc pour revenir à votre question essentielle, c'est vrai que là on a vraiment raté un rendez-vous historique. Les Européens, ils sont aussi pour beaucoup, notamment Nicolas Sarkozy, qui, dès son arrivée au pouvoir en 2007, a vraiment tout fait pour casser la candidature turque, a imposé toute une série de règles. Il faut plus poser avec les dirigeants turcs. Il a mis son veto sur l'ouverture d'un chapitre qui était prêt à l'époque à être négocié. Le chapitre sur l'euro, justement, etc. Donc tout ça, ça s'est très mal passé. Alors, au manque de volonté et de volontarisme plutôt occidental, eh bien, il faut rajouter la surconfiance turque des dirigeants AKP qui ont dit « Oh mon Dieu, après tout, on n'a pas besoin de l'Europe ». Rappelez-vous, à l'époque, il y a la crise de 2008 qui était en Europe et la Turquie, ça n'est plutôt bien sorti parce que c'est un pays en développement. Donc ça a rajouté, si vous voulez, à la grosse tête que l'AKP a attrapée après l'ouverture des négociations. Et de fil en aiguille, mon Dieu, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on négocie et on n'a pas fait. On peut pas dire qu'on a beaucoup avancé. Hein. Il y a 14 chapitres qui sont ouverts aux négociations. Il y en a un qui est fermé, mais c'était un chapitre très maigre. Ça s'est fait en une demi-heure déjà en 2005. Et les autres chapitres, on sait absolument pas ce qui va se passer. En tout cas. Pour parler en termes techniques par rapport à l'Union européenne, la Turquie aujourd'hui ne satisfait plus aux critères politiques de Copenhague. Donc si elle avait été à la porte de l'Union pour démarrer les négociations d'adhésion, elle pourrait pas, elle aurait pas pu. Donc et ça, je crois que les Européens en sont tout à fait conscients, sauf qu'ils jouent un jeu cynique en disant voilà, ils font miroiter, je ne sais quoi, la levée des visas, immunité de visa pour les ressortissants de Turquie, tout ça. À mon avis, tout ça, c'est vraiment du pipeau. Ça va pas se passer comme ça, ni d'un côté ni de l'autre. Et la Turquie continuera à coexister, à devenir un peu comme la Russie, un régime autoritaire aux portes de l'Europe. Et il va falloir traiter avec les conséquences qu'un régime de ce gabarit pourrait dégager pour l'Europe. Alors, Shahin Oui. Polat est avec nous en studio. Il est le représentant, le porte-parole du groupe de soutien au HDP en France. Oui, professeur Akhtar, bonjour. En fait, une des choses que je dirais en premier, effectivement, à travers la crise des réfugiés qui est ultra médiatisée en Europe, la visite de Merkel, qui était censée se porter sur essentiellement cette question-là, a été perçue, comme vous le savez,
comme une sorte de soutien, enfin tacite, à Erdogan, qui a été fortement contesté. Oui, malheureusement, oui. Oui. Et effectivement, ça a contribué aussi à cette victoire de Erdogan. Et la Turquie reste toujours membre de l'OTAN, avec le déploiement des armes et des armées maintenant des Américains dans le Moyen-Orient, surtout par rapport au conflit du Moyen-Orient de Syrie. On ne peut pas. Les Européens ont montré qu'il ne se passerait pas aussi facilement qu'on le pense de la Turquie, et je pense que cette sorte de connivence que Merkel a provoquée en se rendant en Turquie n'a pas facilité la tâche de tout ce qu'on appelle démocrates, les opposants au régime d'Erdogan. Mais moi, je voudrais m'arrêter surtout sur un autre point, c'est-à-dire que ce climat de défaitisme qui s'est abattu sur la Turquie après le 1er novembre, qu'est-ce qui a changé par rapport à la pratique avant et après le 1er novembre? Rien. Tout ce qu'Erdogan a appliqué avant le 1er novembre. Mais certains disent que le pire est encore à venir. Justement. Donc voilà. Là-dessus, je pense que nous, on se différencie des autres, justement. Le HDP se différencie des autres. Pourquoi il se différencie des autres formations politiques? Parce qu'on vient d'une tradition de lutte contre la répression qu'on a connue dans ses formes les plus terrible, quoi. Je veux dire, surtout en souvenir des années 80-90. Et dans un tel climat de guerre, on a réussi à survivre, à surmonter, à pousser donc à la démocratisation de la Turquie, ne serait-ce qu'un petit peu, même si on n'est pas encore au point qu'on désirerait être. Mais le HTP justement a une mission encore plus importante, et je pense que on reste par le discours. Pas défaitiste, mais disons plutôt, le pire est à venir, continuons de lutter. Et je pense qu'on changera. Et cette élection a montré cela aussi. C'est-à-dire que ce maintien, quand même, de plus de 5 millions d'électeurs, qu'on a pu marginaliser, régionaliser, tout ce qu'on veut, avec tous les moyens mis en œuvre. Et d'ailleurs, là-dessus, comme je dis, moi, je ne fais pas de différence entre AKP et les autres formations, parce qu'ils ont agi exactement de la même manière dans le passé. Mais je pense qu'il y a quand même des lueurs d'espoir, et Erdogan n'aura pas... on sera là en tout cas pour dire que non, en Turquie, une autre voie est possible. Et Erdogan ne réalisera pas ses desseins aussi facilement qu'on le croit. Et je pense qu'il faut, au lieu de... Parce qu'à travers les médias, on le constate très très fort. Tous ceux qui ont agi, qui ont soutenu l'opposition contre Erdogan... Après le 1er novembre, avec ces résultats qui tombent, ils ont essayé de dire oui, il y a eu la défaite, ceci, cela. Ensuite, en même temps, Erdogan, la politique extérieure, à l'intérieur, on a l'impression qu'on se rend un peu, en fait. Il ne faut pas se rendre comme ça. Justement, Cengiz Aktar, on va parler un peu des relations de la Turquie avec son voisinage. Une information, ce matin, ou c'était hier dans la soirée, Erdogan disait dans une interview dans un journal arabe que, attention, la France, vous frappez l'État islamique, ça va poser des problèmes économiques, culturels, d'échanges diplomatiques avec la France. C'était dans le discours qu'on avait au moment de la reconnaissance du génocide arménien il y a quelques années. Il ressort aujourd'hui à cause des frappes réalisées par la France sur l'État islamique. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que ça y est, Erdogan est libéré, il peut carrément afficher la couleur par rapport à ses relations avec Daesh? Ben oui, vous apportez de l'eau au moulin de l'optimisme de notre collègue Shahin Polat, en quelque sorte, parce que, vous savez, il ne faut pas rêver, on n'est pas dans les années 90 ni dans les années 2000. En Turquie, il n'y a pas d'alternative politique, sauf le HDP qui fait que 10-15%. Ça ne représente que ça ne représente que ce que ça représente. Pour l'instant. Surtout dans le Kurdistan irakien, turc. Non, mais je veux dire, ça ne représente pas une alternative politique. Oui. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas rêver. Je veux dire, et donc, en face, on a un bloc quand même qui fait 50 plus 10%. Il faut compter les voix du MHP avec, qui est pour une société dont on n'a jamais entendu parler depuis 1923. La Turquie, l'AKP a maintenant une base. Le CHP à l'époque
c'est-à-dire la continuité de Ittihad Terakki qui a organisé le génocide des Arméniens, eh bien, ce parti était un parti dominant, hégémonique, mais c'était un parti qui n'avait pas de base, n'est-ce pas? Oui. Pour la première fois dans l'histoire de la République, nous avons une base fascisante qui est ravie d'avoir ce gouvernement à sa tête, n'est-ce pas? Il n'a absolument rien à faire avec la démocratie, hein, je parle de l'électorat de l'AKP, il veut continuer à consommer, point. Donc il va falloir se battre contre cette mentalité déjà, d'où ce que vous appelez le défaitisme. Il y a des gens en effet qui sont complètement démoralisés en disant mais on n'a qu'une vie à vivre, on se tire. Justement, aujourd'hui la classe moyenne. Je vous signale que les demandes d'asile en Europe des ressortissants de la Turquie sont en augmentation depuis quelques mois. Et à mon avis, ça va continuer. Alors maintenant, en plus de ça, nous avons un nouveau phénomène qui n'existait pas il y a encore 2-3 ans, à savoir ce Daesh. Le Daesh, eh bien, dans le mot Daesh, il y a le Levant ou l'Irak et la Syrie. Et Hamas, n'est-ce pas? En fait, il faut parler maintenant du Daesh turc, n'est-ce pas? Selon les sources officielles, le service d'intelligence turc, il y aurait au moins 3000 ressortissants de la Turquie, turcs et kurdes confondus d'ailleurs, eh bien, qui se battraient, qui combattraient dans les rangs du Daesh. Alors, il va falloir compter avec tout ça. Donc, pour revenir à votre dernière question par rapport à la France, alors ça dit long sur les connivences des uns et des autres. Donc, non, je crois que les choses sont vraiment très très graves. Je veux dire, la lutte, oui, bien sûr, la raison pour laquelle, enfin, tout le monde continue à lutter, en tout cas ceux qui restent ici, ça veut dire qu'ils espèrent encore quelque chose et ils continuent à écrire, eh bien, à alerter l'opinion publique, etc. Mais par rapport à la présidence exécutive, il faut vraiment pas se faire d'illusions. Je suis presque certain que ça va passer. La formule de HTP était parfaite. Jamais tu ne deviendras président tant qu'on sera là. C'est vrai, on continue à le dire. Mais bon, avec ces résultats-là, ça va être de plus en plus difficile, sans parler, comme j'ai dit au tout début de mon intervention, sans parler de cet électorat et opinion publique complètement malléable, qu'on peut travailler à souhait. Qu'on vient de prouver d'ailleurs par A plus B, qu'on pouvait travailler cet électorat par de la provoque, par de la tension, etc. Par le sentiment de peur également. Il y a le parti qui a perdu le moins de voix d'ailleurs au bénéfice de l'AKP, c'est le HDP, c'est 2%. Voilà. Alors que CHP, c'est 3% de ses voix et MHP, 9%. Donc ça, c'est normal. Mais le CHP, c'est une très grande surprise pour les observateurs politiques en Turquie. Il y a des gens qui n'auraient sinon jamais, à grand jamais, voté l'AKP, ont fini par voter l'AKP à hauteur de 3%. C'est énorme. Donc vraiment, alors quand on met tous ces points les uns sous les autres, eh bien, je ne peux pas dire, malheureusement, qu'on tend vers une démocratie dans laquelle les gens utilisent leur droit à la parole. La presse turque est dans un état lamentable. On attend à tout moment qu'on saisisse les journaux de Cemaat, là, de Fethullah Gülen, n'est-ce pas, Zaman Today Zaman, ainsi que la chaîne de Samanyolu. Donc il y a vraiment une répression qui a pris la forme d'une revanche en fait depuis le 1er novembre. Oui. Cengiz Aktar, restez avec nous. Nous sommes en ligne en même temps avec Selina Doran, qui est une députée arménienne du CHP. Madame Doran, bonjour. Bonjour. Allô. Merci d'être avec nous pour la première fois sur
l'antenne d'IPFM. Alors, d'abord félicitations pour votre réélection. Est-ce que le fait que vous soyez, on va aborder le sujet directement, vous êtes arménien dans un parti, le CHP, c'est une première d'abord, et est-ce que vous êtes admise en tant que telle dans ce parti? Oui, c'est pour la première fois qu'un député arménien a été élu, surtout une femme arménienne a été élue au sein de CHP, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, parce que c'est la volonté d'évolution de notre parti vers son propre identité social-démocrate et gauchiste, je dirais. Et voilà, je suis fière de faire partie de cette volonté. Et pour la deuxième fois, notre président général, il a insisté de me nommer encore au premier rang comme candidat. Donc, je trouve que c'est une vraie évolution, soit dans le parti et soit dans la démocratisation en Turquie. Alors, la société turque et les partis politiques turcs, mis à part peut-être aujourd'hui la HDP, mais l'histoire de la République turque a montré que de tous les bords, il y a des sentiments et des expressions nationalistes, malgré tout. L'histoire en parle. Est-ce que, vous parlez là d'évolution, est-ce que vous pouvez nous dire que cette tendance nationalisante, malgré que ce soit aussi un parti social-démocrate, quand même est en train de donner plus de place aux libertés? Est-ce que c'est parce que c'est un parti d'opposition qu'il s'ouvre, ou de toute façon c'est un parti qui se penche réellement vers cette ouverture vers d'abord les femmes d'un côté, mais c'est pas une nouveauté pour ce parti-là, mais surtout par rapport à une présence arménienne et peut-être aussi des Kurdes qui sont dans ce parti aujourd'hui aussi? Oui. Je ne cacherai pas qu'il y a une résistance toujours qui existe dans le parti vers ce mouvement de changement. D'ailleurs, après les résultats des élections, ça a tout de suite commencé les débats internes dans le parti et tout ça. Mais notre président général, M. Kemal Kılıçdaroğlu, est très décisif de sa recherche, je dirais, démocratique dans le parti. Oui, dans le passé, il y avait des politiques que je peux pas nier négatives vers les minorités, je dirais, oui, le discours nationaliste et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a une forte opposition à ce discours dans le parti, et moi, j'en fais une partie. Donc, tous nos efforts sera de faire continuer cette évolution. Comme notre président général, il insiste de répéter, nous n'avons pas peur de faire face au passé. Il répète ça tout le temps. Et il a l'intention de changer cette distance qui existe avec les minorités entre le CHP. Donc c'est pour ça que nous avons réuni toutes les chefs religieux des minorités en Turquie il y a un mois. Donc nous les avons invités, nous avons écouté leurs problèmes. Donc c'est juste pour montrer que nous sommes en tant que CHP en égale distance avec toutes les fractions de la société. Shahid Polat, qui est représentant du HDP France, qui est avec nous dans les studios. Oui, je suis porte-parole en fait pour le comité de soutien au HDP en France. Bonjour Madame Dogan. Félicitations pour votre élection. Merci beaucoup, c'est gentil. En fait, je voudrais juste souligner une chose par rapport au constat qui a été établi par Monsieur Akhtar, donc professeur Akhtar.
pratiquement tout le monde est d'accord là-dessus. Nous nous différons simplement par rapport au projet d'avenir. Effectivement, on se rend compte de la faiblesse de la situation politique, de l'opposition politique par rapport à AKP qui sort très renforcée de ces élections. Mais je pense que en Turquie, les années 90, n'oublions pas que la constitution actuelle a été votée avec plus de 90% de la population et le climat était encore pire. La tendance a été renversée, ce qui veut dire que le changement est effectivement possible et que la preuve c'est que nous, on a réussi malgré tout ça à dépasser le barrage de 10%. Mais quant à votre analyse en fait concernant le CHP, effectivement dans le CHP il y a une ça commence à bouger, les lignes ont commencé à bouger particulièrement avec les élections internes au parti qui a éliminé une bonne part de ce qu'on appelle la nomenclatura du parti. Mais en même temps, le caractère social-démocrate et gauchiste du parti, là-dessus, effectivement, vous ne trouvez pas que ça reste toujours une appellation, une étiquette, parce que même le jour d'aujourd'hui, Monsieur Kılıçdaroğlu, qui est de ma ville en plus, de Dersimi d'origine, ses ancêtres ont été massacrés par le gouvernement de CHP en 38 aussi, mais il ne l'a jamais, je veux dire, souligné, il n'a jamais eu une position ouverte, disons oui, effectivement, il y a eu massacre dans cette région-là, il faut le reconnaître. Bon, je passe ces détails concernant son discours, parce que la réalité de l'histoire est terrible concernant cette région-là. Mais en plus de cela, où est-ce que vous trouvez un argument pour dire que, voilà, avec un parti ultranationaliste qu'on qualifie de fasciste, MHP, M. Kılıçdaroğlu propose, on l'a jamais entendu dire, parce que le HDP aussi il a proposé plusieurs fois, oui, nous sommes prêts à faire une coalition avec le MHP, mais il ne l'a jamais proposé ouvertement avec le HDP, un parti social-démocrate qui change son discours à l'égard des minorités. Là, ce sont vraiment des critiques très amicales que je suis en train de formuler, parce que notre souhait est aussi effectivement de voir un CHP qui se social-démocratise. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Céline Adoran, de ce... Juste pour terminer, en fait, excusez-moi, mais vous dites, oui, effectivement, on a fait des réunions avec les minorités religieuses. Déjà, dans le discours, je pense que l'HDP est un peu en retard. Ce ne sont pas des minorités, ce sont les communautés, les gens qui vivent dans ce pays-là. Il ne faut pas les qualifier de minorités. Et en plus de cela, AKP aussi, particulièrement avec les Alevis, ils l'ont fait. Et donc, qu'est-ce que ça donne, le fait de faire des réunions pour dire que voilà, on a fait ceci, cela, mais dans l'acte, le CHP reste le parti qui propose de faire des coalitions, des alliances avec le MHP plutôt que avec le Sur ce volet-là, est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a un vrai changement dans votre parti, malgré ce qui vient d'être dit, un parti social-démocrate dans son appellation, mais dans sa vocation, mais en réalité, ça a toujours été un parti nationaliste? Tout d'abord, à l'égard des dates, dans notre dernière brochure d'élection, nous avons précisément inscrit, nous avons précisément marqué que nous sommes prêts à discuter le massacre d'Arsin. Oui, ça n'existait pas la dernière fois, mais dans notre dernière brochure, ça existe. Nous sommes toujours prêts à discuter les massacres d'Arsin. Oui, le discours de M. Kemal Kılıçdaroğlu n'est pas très, en comparant à HDP, il ne, il n'insiste pas, il ne met pas l'accent sur l'égalité des nations et tout ça, parce que quand on dit l'égalité des citoyens, nous croyons que cela déjà contient l'égalité de toutes les nations. Donc, c'est une préférence politique de ne pas le souligner, de parler plutôt des projets économiques, des projets de constitution, d'éducation et tout ça. Donc, c'est une préférence politique de ne pas faire son discours en soulignant les ethnicités. Madame Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre ça. Oui, justement. Une préférence. Juste une question, s'il vous plaît, Madame Dogan. Ça ne veut pas dire que l'on sous-estime. Comment? Juste une question. En fait, par rapport à donc le volet social-démocrate,
sociale du parti. Je veux dire, en quoi on est plus en avant par rapport à l'AKP dans le CHP. Et aussi, on est prêt à discuter de massacre de Dersim, vous dites, mais vous savez, après Tayyip Erdogan quand même, et nous justement dans le HDP, on n'en discute plus parce que ça a été une réalité qui a été établie à maintes fois. Voilà, je vais pas m'arrêter là-dessus pour être réducteur, mais s'il vous plaît. Alors la question, en quoi vous êtes concernant la Constitution. Voilà. Concernant la Constitution, quelles sont vos à différences? des coalitions, en fait, je ne trouve pas à position d'en discuter parce que ça c'est spéculatif. C'était les paroles de notre président général, donc je me trouve pas en position d'en discuter. Alors, moi je voudrais, Madame Doran, la seule chose que je peux vous dire, la seule chose que je peux vous dire, c'est autour des principes que nous avons déterminés. Vous savez, il y avait 14 principes que nous avions développés en nous basant sur les 5 problèmes fondamentaux que nous avions déterminés. Donc, autour de ces principes, nous étions, je dirais, prêts à établir une coalition avec tous les partis, en fait. Mais oui, je sais que notre président général, il a dit avec le MHP, mais je ne me trouve pas à un point d'en discuter. Alors, Selina Doran, puisque vous êtes la députée arménienne, vous avez annoncé il y a quelques jours, vous avez demandé à ce que la Turquie ne considère pas la diaspora arménienne comme son ennemi et que vous voulez apaiser les esprits à l'égard des Arméniens. Oui, ne doit pas. Ne doit pas. Alors, il ne doit pas considérer. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pensez que la communauté arménienne d'Istanbul essentiellement, mais plus globalement en Turquie, pour ce qui reste arménien ailleurs, est-ce qu'ils sont dans une situation de peur après ces manifestations? On a même vu que les observateurs du comité de défense de la Fédération euro-arménienne de Bruxelles, qui étaient présentes à l'appel du HDP, dans les bureaux de vote, n'étaient pas bien accueillis. Dès qu'on voyait que c'était des Arméniens, surtout des Arméniens de l'étranger, on disait « Ah, vous les Arméniens, vous êtes là pour nous surveiller ». Donc les Arméniens ne sont toujours pas les bienvenus quand même dans ce pays. Comment voyez-vous l'avenir de cette relation de l'État, des politiques, de la société avec les Arméniens d'une manière générale, de l'intérieur et de l'extérieur? Oui, je dois franchement dire que tout ce qui n'est pas les supporters de AKP a peur en ce moment en Turquie. Pas seulement les Arméniens, pas seulement les chrétiens, pas seulement les Turcs, tous qui ne sont pas supporters de AKP ont peur. Ils questionnent leur lien avec cette nation, en fait, parce qu'ils n'ont pas leur sûreté de vie, ils sont tout en danger, ils n'ont pas la liberté d'expression, il n'y a pas la liberté de presse, donc tout ce qui n'est pas qui ne sont pas les supporters de AKP sont, je dirais, prisonniers. Merci Madame Selina Doran, merci pour votre intervention. Nous allons poursuivre ensemble. Je sais que vous êtes très prise et nous allons poursuivre avec Cengiz Aktar. Donc merci pour votre intervention et je demande à la régie. Donc nous... Allô ? Oui, Monsieur Cengiz Aktar, vous êtes avec nous. Donc, moi, je voulais poursuivre quand même sur l'évolution par rapport à la démocratie, aux libertés. Qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? Est-ce que, parce que vous avez décrit tout à l'heure le pourquoi, en quelque sorte. Oui. Voilà. Donc, vous avez expliqué tout à l'heure pourquoi, en quelque sorte, Recep Tayyip Erdogan s'est transformé. Vous l'avez pas dit, mais aujourd'hui, beaucoup disent que c'est devenu un despote. Et alors, avec un despote, comment ça se gère un pays? Qu'est-ce qui va se passer à ces minorités? Ça se gère pas. Vous savez, les despotes gèrent leur pays avec le bâton. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les Européens rêvent, et ceux qui ont voté l'AKP rêvent doucement pour dire, ah ben voilà,
il y a avec 49% un gouvernement dont AKP unicolore, eh bien, ça sera la stabilité. Oui, ça sera la stabilité, mais ça sera la stabilité musclée. Je voudrais dire un mot par rapport au CHP, n'est-ce pas? Bon, ce parti soi-disant social-démocrate. Alors, c'est vrai que le CHP comme le MHP, après le résultat du 1er novembre, ont commencé... ça bouge dans les deux partis, disons. Hein. Et donc... dans quel sens? C'est-à-dire qu'il y a évidemment, comme partout, hein, les gens contestent. En Turquie, malheureusement, on n'a pas cette habitude de démission même quand on fait le plus mauvais score aux élections. Eh bien, mais il y a des gens qui contestent M. Bahçeli au MHP et M. Kılıçdaroğlu au CHP. Alors, le MHP est MHP, il va pas changer. Alors, ça m'intéresse pas. Par contre, le CHP, oui. Mais le CHP, il faut voir une chose, c'est-à-dire c'est un parti qui n'a pas fait son travail de mémoire. C'est pas une question d'homme ou de femme à la tête du parti qui va se changer les choses. Alors à part 5-6 députés, une dizaine, vingtaine, n'est-ce pas, par rapport à ce parti, au passé de ce parti, au passé ô combien tragique, je dirais, n'est-ce pas, pour ne pas dire sanglant. Eh bien, il s'est strictement rien passé. C'est le CHP est l'avatar de Ittihad Terakki, donc des jeunes Turcs. Et à la création de la République, c'est ce parti-là qui a hérité des cadres, n'est-ce pas, qui ont organisé le génocide des Arméniens, le massacre des Grecs, etc., etc. Et puis bien sûr, comme a rappelé Şahin Polat, eh bien le tertelé de Dersim, n'est-ce pas? Donc, mais ce parti n'en parle jamais. Jamais. Alors, il y a, je disais, une vingtaine de députés qui l'évoquent par-ci par-là, mais c'est pas avec ce parti-là qu'on pourra, qu'il s'agisse du HTP ou d'autres formations, n'est-ce pas, de former un gouvernement démocratique en Turquie pour le 21e siècle. Il ne faut pas rêver. Je veux dire, c'est un parti qui reste profondément conservateur, ne serait-ce que par rapport à sa position, par exemple, à la Constitution. Alors ce parti dit clairement, c'est Kılıçdaroğlu qui l'a dit, eh bien, les 4 premiers articles de la Constitution qui sont immuables ou inamovibles, eh ben, ils y tiennent. Alors c'est exactement ces 4 articles qui posent problème justement par rapport à l'unicité de la République, au fait qu'on ne reconnaît pas la vérité kurde, etc., etc. Donc il faut bien voir avec qui on danse, comme on dit, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'Europe. C'est vrai que l'Europe cherche quand même la stabilité. Et d'ailleurs, on voit au niveau de la bourse, au niveau de la monnaie turque... Ah non, c'est fini ça. Non, ça c'est une erreur. Je vous corrige très vite. La livre turque a pris 3% dans les 2 heures lundi. Là, elle s'est cassée la gueule tout le reste de la semaine. Et la bourse avec. Non. D'accord, parce que les premiers effets et les premières informations étaient tellement... Ça a duré 2 heures. Alors, raison de plus, parce que tout le monde cherche la stabilité. Vous êtes en train de dire que même pour les milieux d'affaires, cette stabilité... elle existe, parce qu'on sait très bien que même sous les dictatures... Oui, ils veulent gagner des sous, oui. Voilà, et on ne veut pas avoir de risque. Par contre, le regard des Européens, que ce soit au Parlement européen, que ce soit à la Commission, que ce soit dans les États, comment désormais voit-on Erdogan? Est-ce qu'on est encore dans un jeu de dupes, ou est-ce qu'on se réveille? Bien sûr, c'est un jeu de dupes, oui, bien sûr, absolument. C'est un jeu de dupes. Tout le monde sait parfaitement où va la Turquie. Ils ont d'amples informations. Et puis, les grandes institutions de l'Europe, il ne faut pas les mettre dans le même sac. Le Parlement ne dit pas vraiment la même chose. La Commission est complètement sous le contrôle de Mme Merkel à travers M. Juncker.
Et le Conseil, le Conseil étant les 28 États, eux, ils jouent un jeu absolument cynique par rapport à la Turquie, qui n'est plus du tout considéré comme un pays susceptible de devenir un jour membre à part entière. Alors, à partir de là, comme je dis tout à l'heure, pour la Turquie, c'est comme l'Égypte de Sisi, ou n'importe quel pays de la région, ou la Russie de Poutine, avec lesquels on conclut des petits accords par-ci et par-là, en faisant semblant de collaborer, de coopérer. Point. Maintenant, la Turquie reste bien sûr membre de l'OTAN, mais il faut entendre ici les consulats et les ambassades qui le disent d'ailleurs ouvertement. C'est des secrets de polichinelle. Ils sont très mécontents justement de la collaboration avec leurs collègues turcs par rapport à la lutte antiterroriste, etc. Ça commence à peine. Et vous avez rappelé à l'instant le Lucas de M. Erdogan contre la France et son ami M. Hollande par rapport au bombardement des positions de Daesh dans la région. Donc, vraiment, alors tout le monde sait tout, et on fait semblant que, voilà. Alors, voilà, et ça, c'est pas bon. Et mon dernier mot, justement, ça, c'est vraiment pas bon pour le futur de la démocratie. Alors, un député même turc d'opposition, Eren Erdem, a dit qu'il avait des informations, qu'il détenait des documents prouvant qu'une rencontre fin septembre a eu lieu entre les représentants de Daesh et de l'État turc pour coordonner et mettre en place leur plan de coopération. Donc, les gens savent... L'ONU a les mêmes documents. Alors, une dernière question, Cengiz Aktar, sur les libertés et sur la sécurité des citoyens turcs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une dizaine d'années, parler du génocide arménien, on pouvait aller en prison. Sur d'autres thèmes également. Pendant ces quelques années, il y a eu un vent de liberté. C'est vrai. C'est vrai, il faut le dire. Mais est-ce qu'à partir de demain... on peut considérer, surtout à partir du moment où le référendum constitutionnel sera en faveur d'Erdogan, donc ce nouveau régime ultra-présidentiel, est-ce que vous pensez que vous n'aurez plus désormais de la liberté de faire les analyses que vous venez de faire sur cette antenne? C'est mon grand souci, je dois vous avouer. Vous avez mis vraiment le point sur les i. Moi, je crains justement que ce retour du bâton, en fait, ce gros bâton, si vous voulez, avec ce gros bâton, on fasse aussi les frais de cette liberté de parole relative, mais toute relative, j'entends bien, sur ce passé très douloureux dont on commémore cette année le centenaire. Alors on verra, mais par exemple, je peux vous dire d'ores et déjà que l'initiative donc du Catholicosat 6 qui se trouve à Antélias, n'a même pas été prise en considération dans les journaux turcs. Ça, c'est quelque chose à dire par rapport aux indemnités que réclamait le Catholicosat, tout ça. Ça, c'est un tabou avec un grand T, voire même grand A, grand B, O et U. Alors, on en est donc très très loin. Mais on laisse pour l'instant faire par rapport à l'évocation du génocide. Et pour l'instant, il n'y a personne qui a été, maltraité pour ça. Mais dans le climat général, si vous voulez, liberticide, et surtout on fait taire les opposants, qu'il s'agisse de Kurdes, de Turcs ou d'Arméniens, n'est-ce pas? Ça peut en effet faire tâche d'huile, on verra. Merci Cengiz Aktar pour votre participation. Ainsi, Şahin Polat, on a fait le tour rapidement des résultats, de l'ambiance, du climat de cette élection ultra importante pour la Turquie, et on espérait voir peut-être pour les démocrates que les démocrates puissent sortir renforcés de cette élection, mais vous l'avez dit, le HDP a perdu quelques voix, mais ça reste quand même une victoire. Le fait d'avoir pu maintenir sa position aux alentours de 11%, c'est déjà pas mal, le dites-vous. Et surtout, on verra, nous, la suite des événements en Turquie, sur le plan intérieur, sur le plan extérieur. Ce quart sur table est terminé.
Merci D'accord. de votre participation. Juste une dernière chose, s'il vous plaît, quand même, parce que là-dessus, justement, tout à l'heure, le discours Très rapidement. Oui, le discours de la députée de CHP aussi l'a montré. En fait, en ce qui concerne les changements réels démocratiques en Turquie, le HDP reste seule alternative. Monsieur Akhtar a très bien souligné, c'est la question que d'ailleurs je voulais poser. Donc, concernant le changement de la Constitution, CHP, MHP, AKP ne varient pas, ne changent pas de position. Et ces élections-là ont été organisées contre le HDP. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'en fait, en quelque sorte, que ce soit en Europe ou dans l'autre partie de Turquie, on découvre le côté répressif de l'État qui était exercé à l'encontre des Kurdes, à l'encontre des démocrates, des socialistes, des révolutionnaires, partout dans le pays. Maintenant, on découvre cette réalité féroce. Et ben, on continuera de lutter et le peuple vaincra. Merci Chahine Polat. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du groupe de soutien au HDP France. Nous étions également avec Célina Douran, députée arménienne du CHP, avec Guillaume Perrier, journaliste, et le professeur Cengiz Akhtar depuis la Turquie. Malheureusement, nous n'avons pas pu contacter Garo Paylan, le député arménien du HDP, avec lequel on avait un rendez-vous, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.